primeira pergunta eu gostaria muito de saber quais são as suas influências intelectuais, dando destaque especialmente para os autores que pensaram o anticolonialismo, o decolonialismo, como Aimé Césaire, Frantz Fanon. Queria que você falasse um pouco sobre as suas influências intelectuais, por favor. Donc, dans cette première question, Flavia aimerait savoir un peu plus quelles sont vos influences intellectuelles sur votre pensée, notamment ces auteurs anticolonialistes, décolonialistes comme Aimé Césaire et Frantz Fanon. Alors, déjà, je pourrais dire que ma propre éducation, j'ai grandi à l'île de la Réunion, qui était une colonie d'esclaves françaises dans l'océan Indien, et ensuite une colonie française, et aujourd'hui toujours un territoire français, dans une famille de militants anticolonialistes. Ma mère aussi faisait partie de l'Union des femmes de l'île, de la Réunion. Et donc ça a été une éducation déjà, parce que à l'école, j'ai rien appris sur mon île, rien. On n'apprenait rien sur l'esclavage, rien sur la colonisation, rien du tout. Et c'est à la maison que j'ai appris ça. Donc, j'avais deux éducations, l'éducation à l'école française et puis l'éducation à la maison. Et mes parents nous emmenaient partout dans les réunions politiques. Donc, j'ai été aussi beaucoup une éducation d'être avec le peuple, et notamment avec les femmes de la Réunion, le racisme, la pauvreté, l'effet de pouvoir-domination. Ensuite, j'étais très, très curieuse parce qu'à la maison, on recevait des tas de journaux de l'extérieur, pas seulement des journaux français. Et donc, je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait au Vietnam, à Cuba, en Amérique du Sud. Et ma mère avait une très grande bibliothèque. Et donc, en fait, quand j'étais petite, j'avais déjà j'ai lu des auteurs qui n'étaient pas à l'école française. Par exemple, mes parents étaient communistes, donc il y avait des traductions. Et j'ai lu Georges Amado, par exemple, et d'autres auteurs. J'ai lu des auteurs cubains, alors que vraiment à l'école, rien. Donc, il y avait aussi une ouverture. Et sinon, dans les influences, c'est évidemment Aimé Césaire, Fanon, mais aussi les féministes noires, Angela Davis, mais aussi ensuite Bell Hooks plus récemment. Et puis, et pas seulement des personnes, pas seulement des personnalités, mais aussi les gens que je rencontre. C'est très important. Donc, même par exemple, des personnes anonymes, c'est pas des personnalités, qui sont une éducation pour moi. Et qui, par exemple, me font changer de vision. J'ai pensé quelque chose, et puis je suis dans une situation, et je vois que c'est plus compliqué, et du coup, je change aussi. C'est une constante éducation. Constante éducation, qui n'arrête jamais, parce que c'est jamais terminé. Aujourd'hui, je lis beaucoup les féminismes d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, parce que je trouve qu'elles sont aujourd'hui les plus intéressantes, les plus soulevant des questions. En Europe, je suis pas très... Mais vraiment, pour moi, les féministes Argentine, Brésil, Chili, Mexique sont très, très... Caraïbes aussi, les Caraïbes. Aujourd'hui, je trouve qu'elles... c'est elles qui me stimulent. Et aussi, beaucoup de littérature. Je lis beaucoup de littérature. Je trouve que la littérature est aussi une forme théorique. Eu quero agradecer pela resposta e queria que a Françoise Vergès comentasse sobre essa discussão entre o anticolonialismo, decolonialismo e o antirracismo na França, como que esse debate, justamente porque há uma negação da raça, uma histórica
negação da discussão racial na França. Très bien. Alors, donc Françoise Vergès, Flavia vous demande de commenter sur la discussion qu'il y a entre l'anticolonialisme, le décolonialisme et l'antiracisme, et quelles sont les difficultés de traiter de ces thèmes en France. En France, alors je vais commencer. En France, il y a une très grande difficulté. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs éléments. Un, il y a une croyance très profonde en France, assez largement dans la société, qu'en 1962, quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie, c'était fini. Le chapitre colonial était terminé. On pouvait tourner la page. C'est très fort, très fort. Que l'esclavage, c'est dans le passé et qu'il n'y a pas de traces en France. C'est peut-être aux États-Unis, au Brésil, mais en France, non. Ensuite, profondément que la République, elle est vraiment fraternelle. Donc, elle ne peut pas connaître le racisme. Il n'y a pas de racisme. Et aussi, le fait que le racisme, c'est une opinion. C'est une mauvaise opinion. C'est pas structurel, c'est pas systémique, c'est une opinion, une mauvaise opinion. Et il faut donc changer par l'éducation. Donc, il y a beaucoup de réticences. Il y a beaucoup de réticences. Il y a eu longtemps, en France, un racisme que nous, on dit moral. C'est-à-dire, c'est pas bien. C'est pas bien. Et nous, on disait, bon, ben oui, c'est pas bien, mais ça veut rien dire. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment on agit contre le racisme, et que le racisme est structurel. C'est-à-dire qu'il est dans les institutions, il est dans les... Il s'est incidé. Aimé Césaire, dans Discours sur le colonialisme, parle de ce qu'il appelle l'effet retour de l'esclavage et du colonialisme. Alors lui, il parlait du nazisme en disant que ce qui a choqué l'Europe, c'est que des Blancs faisaient aux Blancs ce que des Blancs avaient fait à des non-Blancs pendant des siècles. Massacrés, génocide, camps de concentration, travail forcé. Les Européens avaient fait ça à des tas de peuples pendant des siècles. Et ce qui les choquait, c'est quand ça a été fait à eux. Et Césaire parle de l'effet retour. On ne peut pas avoir des lois raciales là-bas sans que ça revienne chez soi, mais même dans les théories émancipatrices progressistes. Donc ça va venir, ça va revenir. Et dans Césaire va démissionner du Parti communiste français en 1956 et il va dire vous voulez bien que je sois communiste, mais vous ne voulez pas que je sois un homme noir. Or, je suis un homme noir. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Et mes ancêtres ne sont pas arrivés à la Martinique comme ça. Ils n'ont pas dit un jour, tiens, on allait à la Martinique. Ils ont été transportés dans le bateau. Et ça, cette histoire, elle est là pour moi. Donc, il disait, vous voulez bien qu'on soit frères, mais vous êtes le grand frère. Et nous, on sera le petit frère. Et le féminisme français, ça a été ça. Le féminisme français, c'est ça. Donc, il y a une grande difficulté. L'anticolonialisme, c'est vu comme c'était bien, parce que les Français ont été anticolonialistes. Donc, et puis, voilà, c'est des belles positions. Mais une fois que c'était terminé avec l'indépendance, c'était fini. Il n'y avait plus besoin de parler. D'une part, la France a toujours des colonies aujourd'hui, dans les îles du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte. Ce sont des terres qui sont Amérique du Sud, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien. Et c'est des terres qui viennent de l'empire colonial esclavagiste, puis de l'empire post-esclavagiste, et où les gens sont tenus toujours dans une relation de dépendance, de soumission, de domination. Donc la colonialité qui nous vient des théoriciens d'Amérique du Sud, nous avons adopté en disant voilà, le colonialisme comme statut, c'est terminé, mais la colonialité, elle est là comme structure, s'appuyant sur le racisme, s'appuyant sur... mais il y a une tendance très forte, notamment la question de l'esclavage, c'est encore plus dur que la question du colonialisme. Le colonialisme, encore, on accepte un peu parce que la guerre d'Algérie s'est terminée en 62, il y a encore des gens, puis il y a une grande population issue d'Algérie en France.
Mais alors l'esclavage, c'est loin, c'est très loin. Et la France n'a rien à voir avec ça. C'était très loin, c'était sous les rois. Et donc, pourquoi vous en parlez? Et pour moi, c'est plus important de faire comprendre comment l'esclavage a été essentiel pour la construction de la France, dans sa philosophie, dans son droit, dans sa littérature, dans ses arts, dans sa conception de qu'est-ce que c'est qu'un être noir, dans la déshumanisation de l'être noir, dans la transformation des femmes noires en capital, en ventre, pour donner des enfants pour la population esclavagisée. Et ça, c'est le plus difficile, parce que l'esclavage, il y a comme une coupure. Et l'idée de leur faire comprendre que c'est avec la modernité, c'est très difficile. Et ensuite, c'est aussi, nous avons aboli l'esclavage, la France a aboli l'esclavage, donc nous avons le beau rôle. Et c'est vraiment là-dessus pour moi que ça se joue beaucoup la question, parce que pour moi, l'esclavage est fondamental pour comprendre le monde aujourd'hui et pour comprendre le colonialisme post-esclavagiste. Pour moi, l'esclavage colonial est fondateur de la modernité, du monde dans lequel on vit, ou encore aujourd'hui. Et quand on dit les vies noires comptent, c'est vraiment le renversement de ce que l'esclavage a construit, c'est-à-dire que les vies noires ne comptaient pas, puisque toute l'histoire de l'esclavage, c'est les vies noires ne comptent pas. Et elles ne comptent toujours pas. Et ça, c'est le plus difficile. Il y a une très grande réticence, très grande réticence. J'ai écrit plusieurs livres sur l'esclavage. C'est pas, par exemple, on me dit l'esclavage existait partout. Donc, c'était partout. Et récemment, dans un débat, un historien de gauche me dit tout le monde était pour l'esclavage à l'époque. Et je dis pas tout le monde, puisque les Africains ont résisté dès le départ sur les routes de la traite, dans les baraquements, sur les bateaux négriers, dans les plantations. Donc tout le monde n'était pas pour l'esclavage, à moins que vous ne pensiez que ces gens-là ne sont pas tout le monde. Donc il y a la manière de penser profonde structurellement est très opposée. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez ça au Brésil, mais on nous accuse de racisme anti-blanc, de communautarisme. C'est vraiment, en même temps, la discussion, elle est là maintenant à cause des mouvements, beaucoup de mouvements antiracistes. Elle est là désormais en France, mais c'est très. À l'université, pratiquement rien, très peu de choses à l'université. Et puis, ça continue. Alors, il y avait des comparaisons avec les États-Unis, mais nous, on n'est pas comme aux États-Unis. La France, c'est pas les États-Unis qui sont complètement idiotes. C'est assez. L'esclavage est vu. Bon, c'est condamnable moralement, c'est pas bien, mais les traces vivantes ne sont pas. C'est très difficile. La question des réparations est absolument impossible à avoir en France. Presque impossible. C'est très. Dès que quand il y a eu la loi qui reconnaissait la traite et l'esclavage crime contre l'humanité, le gouvernement, qui était le gouvernement socialiste à l'époque, a explicitement dit que le mot réparation ne devait pas apparaître. Le mot. Il ne fallait pas qu'il soit question de réparation. Donc, on voit que c'est encore la chose qui fait vraiment, ça peut pas, on n'arrive pas à sortir de là. Mais on y arrive, la discussion. Mais c'est vraiment, je trouve que la question de la colonisation est pas plus facile, mais plus acceptée. La question de l'esclavage, c'est vraiment. Et quand on compare avec les États-Unis, je dis, mais si on compare avec l'Angleterre, parce qu'on me dit les États-Unis ou le Brésil, les esclaves étaient là. En France, ils étaient là-bas en colonie. Je dis, mais l'Angleterre, c'est pareil. L'Angleterre, les esclaves étaient là-bas.
c'est la même chose. Et pourtant, en Angleterre, il y a quand même une discussion. Il y a des débats. Et à l'université, il y a des études, beaucoup plus qu'en France. Mais la question vraiment reste difficile. Et la question du racisme anti-noir reste vraiment difficile. Il faut dire aussi qu'en France, il y a vraiment de l'islamophobie. C'est très, 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 très puissant. C'est très fort, très, très fort aussi. Enfin, je réponds pas de manière très précise parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments comme ça. Il y a vraiment, c'est historique, c'est culturel, c'est politique, c'est social, c'est économique. L'argument économique revient. On me dit, mais là, l'État français n'a jamais gagné vraiment. Alors, je donne les villes, les banques, les assurances, les industries qui ont profité. Mais c'est vraiment difficile en France. Eu gostaria que, Françoise, você falasse um pouco sobre a sua crítica radical ao feminismo que você chama de ocidental, burguês, e o contraponto, um feminismo anticolonial e decolonial e o feminismo interseccional. Alors, Françoise, donc Flavia voudrait que vous parliez un peu plus de votre critique radicale au féminisme européen, au féminisme que vous appelez, si je ne me trompe pas, civilisationnel, et comment est-ce que vous apportez un contrepoint avec votre théorie du féminisme décolonial, anticolonial, et aussi la question du féminisme intersectionnel. Le féminisme européen, c'est l'idéologie qui s'est pas du tout décolonisée. Jamais. C'est l'idéologie la plus protégée, qui s'est le plus protégée. En disant, nous sommes victimes des hommes, donc nous sommes aussi victimes que les Noirs, que les colonisés. La domination masculine est plus forte que tout. Et donc ça, c'est vraiment, c'est l'idéologie la plus blanche, si je peux dire, parce qu'elle est la plus convaincue de sa mission civilisatrice et de sa justice, de sa justesse. C'est la plus convaincue. Alors que d'autres ont été attaqués, même le communisme, le trotskisme, le socialisme, les philosophies ont dû se poser des questions. Le féminisme reste la forteresse, le féminisme européen. Et quand je dis que, mais si vous prenez la question de l'esclavage, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Par exemple, je dis, les femmes en France n'avaient pas de droit, n'avaient pas le droit de divorcer, d'aller à l'université, d'être avocate, médecin, jusque très tard. Hein. Elles n'avaient pas le droit de vote jusqu'en 1945. Mais elles avaient un droit, dès le XVe siècle, c'était de posséder des êtres humains. Elles pouvaient être propriétaires de plantations, esclavagistes et d'esclaves. Et ça, c'était leur couleur qui leur donnait ce droit et pas leur genre. Puisque comme femmes, elles n'avaient aucun droit. Mais comme blanches, elles avaient ce droit. Donc, ça veut dire que toute l'histoire des droits, elle doit être revue, elle doit être réécrite. Et bon, ça, c'est des choses. Et puis, c'est vraiment un féminisme qui a le plus adopté la mission civilisatrice. Le plus. Parce que j'ai trouvé des écrits de féministes françaises, tout à fait des icônes, hein, des grandes féministes françaises très célébrées, qui disent que les femmes seraient les meilleures colonisatrices parce qu'elles savent ce que c'est que d'être en position d'infériorité, donc elles seront les meilleures colonisatrices. Et donc, il y a vraiment profondément l'idée que le féminisme est l'idéologie qui va civiliser le monde et qui va apporter plus que les autres idéologies, c'est le féminisme qui va civiliser le monde de la meilleure manière. Donc là, c'est vraiment très clair. On le voit beaucoup avec les femmes
musulmane. Hein, il faut enlever le voile. Bon, encore aujourd'hui, tout ça, on va civiliser. Même, par exemple, dans les années 80, une totale focalisation sur l'excision en Afrique, sans tenir compte des femmes africaines qui luttaient elles-mêmes contre l'excision. Enfin, c'est toujours Et même sur la question, par exemple, du fémicide, ça va être, ou des violences contre les femmes, ça va être une analyse essentiellement, les hommes sont des bourreaux, les femmes sont des victimes, et donc il faut envoyer les hommes en prison. Alors, par exemple, la question de l'abolition des prisons, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. En France, c'est très, très, très minime. Et donc, du coup, le patriarcat serait le même partout. Les hommes sont les mêmes partout. Les hommes sont terribles partout. Et quand on introduit, par exemple, je disais, vous pouvez être un patriarche chez vous, un tyran, vous êtes noir, vous êtes arabe, vous êtes un tyran chez vous, votre femme, vos filles. Mais quand vous sortez, vous êtes un homme noir ou un homme arabe. Vous n'êtes plus un patriarche. Vous serez dessous. Donc, il n'y a pas, le patriarcat a été racisé. La maternité a été racisée. L'intervention de l'État dans qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère, qu'est-ce que c'est qu'un bon père, le déni de faire famille aux Noirs, puisque l'esclavage interdit aux Noirs de faire famille, avec le Code noir, tout ça est rentré, puisque même dans les années ensuite 60-70, on retrouve ça, et encore aujourd'hui, l'État peut se permettre d'intervenir dans les familles non blanches au nom de ce que c'est qu'une bonne famille, de ce que c'est qu'un bon père, un bon mère, et que eux, ils savent pas bien éduquer leurs enfants. Le livre précédent que j'avais écrit, c'est s'appelle Le ventre des femmes, race, capital, féminisme. C'était sur des avortements, des milliers d'avortements qui ont lieu à l'île de la Réunion en 70-71. C'est-à-dire au moment où en France, il y a des grands mouvements pour la libération de l'avortement et de la contraception. Donc c'est tard, hein, c'est quand même après 68 en France, tout ça, c'est bon, les changements. C'est fait par des médecins blancs, des hommes qui vivent à l'île de la Réunion, et parce que les femmes noires ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc j'avais dit que l'État qui avait le droit d'avoir des enfants, les femmes blanches, qui n'avaient pas le droit d'avoir des enfants, les femmes noires. Les femmes blanches, bien sûr, on leur a interdisé la contraception et l'avortement, mais il y avait des allocations familiales, quand même, il y avait des crèches, il y avait des congés de maternité. Les femmes noires ne pouvaient pas faire d'enfants. Et je disais que voilà, c'était quand même là aussi une politique. Donc, quand les féministes françaises ont lutté pour le droit universel de l'avortement et de la contraception, elles n'avaient pas pris en compte le fait qu'en fait, il n'y avait pas d'égalité des femmes. Il y avait des femmes à qui, ou on avait forcé à avoir des enfants sous l'esclavage, par le viol constant des femmes noires pour qu'elles fassent des enfants. Et puis après, l'Occident trouvait qu'il y avait trop d'enfants après la guerre. Et donc, tout d'un coup, les femmes du Sud global, Porto Rico, les femmes noires aux États-Unis et les femmes noires des anciennes colonies françaises ne pouvaient plus faire d'enfants. Donc, il fallait réétudier. Et donc, pour moi, c'était toute cette histoire que racontent les féministes européennes est fausse, est une sorte pour elles, mais pas pour les femmes. Et les féministes françaises ont pu rejoindre, certaines ont soutenu la lutte du peuple algérien, mais de la même manière, elles auraient voulu que les Algériennes se libèrent comme elles. Et comme ensuite, quand les Algériennes ont dit, mais nous, c'est notre pays qu'on veut libérer, et donc on est féministe, mais on est anticolonial, et pour le socialisme. Bon, à l'époque, c'était pour le socialisme. Les féministes françaises ont dit non, c'est pas possible. Donc là, il y a eu cette idée que les femmes, en fait, avaient perdu. Et donc, tout était vu à partir d'un tout petit endroit dans le monde qui est l'Europe, de l'Ouest, et à partir de ce tout petit endroit, ça serait universel. Donc ça, pour moi, pendant des années, je ne me suis pas dite féministe, parce que je trouvais que c'était trop bourgeois. Et puis, c'est aussi, j'ai écrit ce livre parce qu'à partir de 2010, tout le monde était féministe. Hillary Clinton était féministe, Condoleezza Rice était féministe, Melinda Gates était féministe, les femmes d'extrême droite étaient féministes, tout le monde était féministe. Je dis, il faut reprendre
le terme de féminisme et dire qu'il y a eu des féministes, vous avez le vôtre là, mais il y a des féministes de lutte, des féministes de libération et de libération de toute la société, pas seulement des femmes, mais de toute la société. Et donc le féminisme décolonial, pour moi, c'est plus qu'un féminisme, c'est un féminisme qui est antiraciste, anticapitaliste et anti-impérialiste, donc anti-patriarcal nécessairement, et qui cherche, qui vise la libération de toute la société et pas seulement des femmes, mais qui part des femmes les plus opprimées, les femmes noires, et qui dit quand les femmes noires seront libres, toutes les femmes seront libres. Et donc, il faut toujours partir des plus opprimées, des plus écrasées, et d'écouter ce qu'elles disent avec respect, et que si elles disent ça, eh bien, c'est là qu'il faut soutenir, c'est ça qu'il faut soutenir, et pas des choses qu'on croit nécessaires. Donc voilà, et décolonial, pour moi, ça s'inscrit dans cette étape de la décolonisation aujourd'hui, qui est ce que nos aînés ont rêvé, c'est-à-dire cette décolonisation aujourd'hui des institutions, des savoirs, des épistémologies, des philosophies, des institutions, et de pouvoir rêver d'un monde juste, d'un monde de la justice et de l'égalité qui n'a jamais existé et qui vraiment vise à renverser le capitalisme racial qui est en train de dévaster la terre, les peuples et la terre. Donc le féminisme décolonial s'inscrit dans ces luttes. Et c'est pour ça aussi que je disais précédemment que j'étais intéressée beaucoup par ce qui se passe en Amérique du Sud, puisqu'il y a la liaison qui se fait entre lutte contre le féminicide, lutte des droits des peuples autochtones, des peuples indigènes, lutte contre le néolibéralisme, lutte contre le racisme, contre le meurtre des jeunes hommes dans la rue et les prisons. Et donc, ça prend tout ensemble, quoi, ça prend tout ensemble. Donc, c'est même plus que peut-être intersectionnel, ça va au-delà, c'est encore plus profond qu'intersectionnel, c'est multidimensionnel, ça prend on prend quelque chose et on tire un fil et on dit tiens, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi, et on voit qu'on est pris dans ce réseau d'oppression et d'inégalité, et que c'est ce réseau-là qu'il faudrait éclater. Donc si je fais que ça, qu'ici, j'oublie tout ça, et ça continue. Je ne peux pas être libre si les peuples autochtones ne sont pas libres. Je ne peux pas être libre si les queers sont écrasés, si les trans sont assassinés, si les travailleuses et travailleurs du sexe sont pris comme des personnes jetables. Donc ça ne segmente pas. Donc c'est encore plus, ça va plus loin que l'intersectionnalité en ce sens-là. C'est que vraiment, c'est vraiment l'objectif de remettre les choses à l'endroit, là où elles sont des siècles de dévastation e de destruição. Eu queria que você comentasse sobre a questão da Covid-19, e no seu livro tem a questão das trabalhadoras informais, das pessoas que estão na base do capitalismo, que abrem as cidades. Queria que você falasse um pouco da situação dessas pessoas que não podem fazer home office, que têm que trabalhar no cotidiano no contexto da Covid. E o seu livro trata desse assunto. Alors, Flavia vous demande de commenter la question, dans le contexte de la Covid, de la pandémie, la question que vous abordez dans votre livre des travailleurs qui, eux, ne peuvent pas rester en télétravail et qui doivent travailler, et comment cela s'inscrit dans votre théorie du féminisme décolonial. C'est très, très important. C'est une question très, très importante pour moi. C'est-à-dire que ces travailleuses et travailleurs sont... la société repose le fonctionnement. Si la société peut fonctionner, c'est parce qu'il y a ce travail-là qui est caché, qui est invisible. Toute la structure repose là-dessus, sur le travail des femmes des ménages qui vont tous les jours, qui vont travailler, qui vont nettoyer, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes âgées, qui lavent, qui nettoient le monde. Et les hommes racisés qui participent aussi à ce travail. Sans ce travail, la société ne fonctionne pas. Elles sont
c'est vraiment sur ces personnes qui sont surexploitées, avec un travail sous-payé et sous-qualifié. Et donc, ces métiers essentiels, d'abord, ce que la pandémie a montré, plus que jamais, c'est que la société reposait sur eux, sur leur travail quotidien, invisibilisé plutôt. Les femmes de ménage qui se lèvent, c'est très tôt le matin ou tard le soir, et tous les bureaux, les universités, les écoles, les théâtres, les cinémas, les hôpitaux, tout ça c'est nettoyé par elles, ou par quelques hommes, mais surtout par les femmes, qui ensuite vont... Et puis il y en a un autre groupe qui va s'occuper des familles bourgeoises. Et donc, il y a deux économies, une économie d'épuisement. Ces personnes sont dans l'épuisement, elles font souvent beaucoup d'heures de transport, elles n'ont pas le temps de manger, elles travaillent, elles ont beaucoup... Moi, quand je travaille beaucoup avec les femmes de ménage, elles ont très rapidement des tas de problèmes avec les articulations, les poignets, les genoux. Elles ont 50 ans, elles sont fatiguées. Donc, il y a une économie de l'épuisement de ces corps, avec, comme vous le savez, un taux de mortalité plus élevé, enfin plus jeune que les Blancs. Ces gens, les hommes, les femmes meurent plus jeunes. Donc, c'est cette vulnérabilité à une mort prématurée, à une mort qui n'est pas la mort dans votre lit de vieillesse. Vous mourrez plus jeune tout le temps. Et avec aussi les raisons de mauvaise santé, hypertension, diabète, surpoids, qui ne sont pas des maladies personnelles, qui sont des maladies sociales, créées par le système du capitalisme racial. Donc, ces personnes étaient exposées, puisqu'elles devaient aller travailler, et si elles perdaient leur travail, elles ne pouvaient même pas payer à manger. Elles étaient donc, c'est des personnes sur qui repose complètement le fonctionnement de la société. Ce sont des personnes racisées, non blanches, partout, même en Thaïlande ou partout dans le monde. Énormément de femmes, puisque avec le néolibéralisme, des femmes bourgeoises sont allées travailler, ou elles ont besoin d'aller faire leur yoga, et donc pendant qu'elles font leur yoga, il faut qu'il y ait des femmes qui s'occupent de leur maison. Et donc c'est les caissières, c'est les femmes qui nettoient les femmes de salle, comme on dit dans les hôpitaux, c'est celles qui font les crèches, enfin tout ça, qui s'occupent des personnes âgées, qui sont dans les usines de paquetage, qui ont été chez Amazon, qui faisaient des paquets pour Amazon. Tout le commerce en ligne qui a explosé pendant la pandémie, c'était ces personnes-là qui étaient dans les hangars. Donc tout repose, il y a vraiment, et c'est de faire apparaître ces fondations qui est très important. Parce que sinon on regarde comme ça, et du coup le confinement c'était pour les riches, c'était pour les bourgeois. Et les gens qui pouvaient après être chez eux dire « Oh, c'est très dur, le confinement, mais finalement, je me suis mise à étudier le sanskrit, ou je fais de la méditation, je retrouve mes enfants. » Alors que ces personnes-là, elles étaient complètement obligées de continuer à travailler dans des situations de stress très, très importants. Et donc, le racisme, c'est pas seulement les discriminations matérielles, c'est aussi toutes les questions sur le mental, de le stress, l'inquiétude. Mon mari n'a pas de travail, est au chômage, les enfants ne vont pas à l'école, ils vont perdre leur année parce qu'ils ne vont pas avoir de professeurs personnels. Et puis cet épuisement, parce que c'est des personnes qui ne peuvent pas aller faire du yoga ou de la méditation le soir, elles sont obligées de rentrer. Tout ça, pour moi, c'est vraiment, la pandémie a mis ça en lumière. Cette vulnérabilité à une mort prématurée ou un épuisement constant. Pendant ce temps-là, j'avais écrit dans un article, c'est que vous avez deux pendants, ce corps qui est épuisé et puis le corps performant néolibéral du trader qui travaille jusqu'à 3 heures du matin, qui est là, qui la nuit, il est avec la bourse de New York et de Tokyo, et puis je sais pas quoi. Et donc là, c'est les performances. Et puis le matin, il va courir à 5 heures du matin, et puis il rentre, et puis il a un toast avec de l'avocat parce que c'est très bon pour la santé, et puis voilà. Et pendant ce temps-là, on a ce corps performant, blanc, bourgeois, souvent masculin,
Et puis on a le corps épuisé, le corps qui prend tout, et qui permet, c'est comme un corps fantôme derrière, puisque c'est invisible, qui fait que le corps devant, c'est le corps comme ça, et puis derrière, il y a le corps épuisé, fatigué. On voit, je ne sais pas si vous le voyez au Brésil, mais en France, c'est clair, hein, quand vous prenez le métro très tôt le matin, vous voyez beaucoup, beaucoup de ces femmes qui s'asseyent, qui s'endorment aussitôt tellement elles sont fatiguées. Ou le soir, on les voit. Et ce sont des femmes noires, des femmes maghrébines. Et c'est donc une économie qui repose sur la vulnérabilisation de personnes non blanches. Donc, c'est ce que la pandémie a montré de manière très claire, très, très claire. Et puis aussi, la dernière chose, c'est comme vous le savez, ce sont dans les communautés noires, non blanches, qu'il y a eu plus de morts. Aux États-Unis, au Brésil, en France aussi. C'est dans le 93, le département le plus pauvre et le plus racisé en France, qu'il y a eu le plus de morts. Et en Guyane aujourd'hui, en Guyane et à Mayotte, qui sont des colonies françaises, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de morts du Covid. Parce qu'il y a d'autres taux d'autres maladies qui sont des maladies dues au racisme et à la pauvreté. Diabète, hypertension, surpoids et d'autres choses. Donc, il faut voir la santé, ces faiblesses de santé, comme aussi une des conséquences du racisme. Para a nossa última pergunta, eu queria saber um pouco como você viu o processo todo dos protestos de George Floyd, né, como ele alcança a Europa, a França, em várias cidades francesas. Queria que você comentasse um pouco a sua visão sobre esse processo dos protestos. Alors pour dernière question, Flavia vous demande votre analyse des mouvements qui ont eu lieu en Europe suite à ce qui est arrivé à George Floyd aux États-Unis. D'abord, c'est vraiment formidable ce qui se passe. C'est extraordinaire, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que tous les 2 ans qui ont précédé, il y avait beaucoup de mouvements. Au Chili, en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, il y a eu en France avec les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de mouvements aussi, hein. Et puis les grandes mobilisations contre les féminicides. Donc on sent que depuis 2 ans, il y avait beaucoup de mobilisation. Donc vraiment, les manifestations, 1 million de personnes en Argentine ou à Buenos Aires ou à Santiago de Chile, en France, on sentait que... Et puis il y a la pandémie, puis il y a la mort de George Floyd. Bon, la pandémie, il y a tout ce dont on vient de parler qui expose vraiment clairement le racisme d'État. Et c'est vrai, alors je voudrais dire que quand même, en France, c'est en Martinique, dans une post-colonie française, que les premières statues tombent. C'est pas en Angleterre le 6 juin, c'est en Martinique le 22 mai. C'est important le 22 mai parce que c'est en 1848, les esclaves eux-mêmes en Martinique ont appris que l'esclavage avait été aboli en France et donc ils se sont libérés eux-mêmes. Ils n'ont pas attendu, ils sont sortis, ils ont dit, et donc c'est une date très importante. Et ces jours-là, ils ont fait tomber 2 statues de Victor Schœlcher. Et il y a 2 jeunes femmes qui sont venues face caméra et qui ont revendiqué ce geste en expliquant pourquoi. 2 jeunes noires, femmes, très jeunes, assez jeunes. Et moi, j'ai trouvé que c'était formidable. Parce que justement, ce qui m'intéressait, c'était pas un esclavagiste qu'on faisait tomber, c'était pas un colonialiste, une figure terrible du colonialisme, c'était un républicain, c'est celui qui a signé le décret d'abolition de l'esclavage en France. Et j'ai trouvé que c'était important par rapport à ce que vous disiez, Flavia, parce que justement, ça montrait que c'était pas seulement les méchants esclavagistes et les méchants colonialistes, mais qu'aujourd'hui encore, parce que lui, c'était un républicain, Schœlcher, que la colonialité républicaine était l'ennemi aujourd'hui, toujours. Et que c'était la continuation de l'esclavage et du colonialisme. Donc, c'était pas en Angleterre, c'est Colson qui tombe à Bristol, mais Colson, c'est un esclavagiste, c'est un négrier, il fait de la traite négrière. En Martinique, c'est une icône républicaine qui tombe. Et j'ai trouvé ça très, très important. Parce que ces jeunes femmes appartiennent à un groupe qui a
qui lutte contre le chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide qui avait été interdit en France et qui a continué à être autorisé en Guadeloupe et en Martinique. Et aujourd'hui, en Martinique, le taux de mortalité infantile est 3 fois supérieur à n'importe quelle région en France. Le taux de cancer de la prostate est d'un plus élevé au monde à cause des conséquences de ce pesticide qui a pollué la terre et les habitants pour 3 générations. Tout ce qui pousse là-bas est pollué. Les bananes, les légumes, tout ce qu'il y a dans les rivières, ce qu'on peut pêcher, tout ça. Et donc, elles font le lien entre esclavage, colonialisme et aujourd'hui, la pollution créée par le capitalisme et à Martinique qui est tenue par des descendants d'esclavagistes. La famille économique la plus puissante, c'est d'ailleurs une des 40 fortunes de France, est un descendant d'esclavagistes. Donc, elles mettent tout ça en lien. Et c'est ça qui m'a intéressée beaucoup. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, ça n'a pas tellement été relayé. Ce qui a été relayé, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. Et même si en Angleterre, c'était formidable, j'ai trouvé que ça disait encore quelque chose, qu'il fallait que ça soit en Angleterre que ça se passe, pour que ça soit intéressant. Mais ce qui se passait en Martinique, fait par des jeunes noirs, dans un territoire français, était... Mais enfin, ça n'avait pas la force. Donc, c'est aussi, pour moi, c'était quelles sont les actions qui deviennent importantes. Et les actions en Angleterre, avec Black Lives Matter, c'était plus important que ce qui s'était passé en Martinique. Donc, pour moi, décolonial, c'est aussi défaire ça, défaire la fascination qu'on peut avoir, parce que c'est en Angleterre, c'est aux États-Unis, et du coup, on ne voit pas ce qui se passe chez soi. Mais les mouvements en France, je pense que en France, c'est surtout la question de la violence policière aujourd'hui. Et il y a des mouvements vraiment contre la violence policière. La difficulté, ça va être vraiment d'en faire un mouvement antiraciste politique, de l'antiracisme politique. Ce que nous, on appelle l'antiracisme politique. C'est-à-dire, c'est pas simplement la condamnation de faits, c'est de lutter contre le racisme structurel. Et ça va être, je pense, c'est ce qui est en train de se dessiner, qui est en train de se faire. Mais les Français sont forts pour acheter. Ils sont forts pour diviser. Ils sont forts pour diviser. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de livres, beaucoup plus d'ouvrages, beaucoup plus de discussions, beaucoup plus de débats. Donc, ça bouge, ça bouge. Muito obrigada, chegamos ao fim, quero muito, muito agradecer, foi muito emocionante ouvir você sobre assuntos internacionais, é muito importante a sua presença e a sua escrita para o público mundial e para o Brasil em especial. Muito obrigada, Françoise Vergès. Ouais, donc